Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Carl Zero était chez Hanouna sur l'affaire Palmade. L'état profond essaie-t-il d'étouffer l'affaire? Oui, à l'écoute de l'émission, on se pose bien des questions. Avant de traiter ce sujet d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail. Aujourd'hui sont à l'honneur Ambition, Création, Rénovation, un artisan patriote, merci à lui. Et puis Gilles Chesbeuf, Jean-Marc Fournier, Georges Dessau, Madame Robard. Merci du fond du cœur à tous. Et puis vous avez été très nombreux à réagir, vous êtes une véritable armée numérique et c'est comme cela qu'on arrivera à faire reculer la presse aux ordres. Et puis, j'ai pu remarquer que je commence à gêner de plus en plus de monde. J'ai de plus en plus de trolls qui s'immiscent au milieu de mes commentaires. C'est vraiment dommage. Ce sont des gens qui découvrent que parmi vous, il y a des gens qui sont pour le Frexit. C'est vous dire le niveau. On va revenir de suite à notre titre, l'affaire Palmade. Carl Zero était là pour apporter ses lumières, puisqu'il est un peu spécialiste de la question, notamment ce qu'on appelle la petite enfance. Je vais parler avec beaucoup de précautions et d'euphémismes pour éviter... Vous comprenez quoi? Eh bien, quand on écoute l'émission, et c'est ce que j'ai essayé de faire, beaucoup de bruit pour rien. Et Carl Zero était très décevant puisqu'il y a eu une rumeur qui a circulé. Carl Zero allait balancer des noms et notamment il explique qu'il y a une rumeur qui impliquerait dans l'affaire Palmade un ministre. Il utilise un conditionnel, il n'a pas l'air lui-même d'y croire. Je n'aime pas ce genre de procédé. À partir du moment où on a une information, on la donne et on est courageux. On ne fait pas semblant de glisser quelque chose en disant ce n'est pas moi, c'est lui. C'est extrêmement désagréable. Et puis, il y a une deuxième chose. La personne qui a donné le plus d'informations, je vous le donne dans le mille, c'est Gilles Verdez. Alors, Gilles Verdez, et c'est là où, moi, ça me pose un véritable problème, parce que c'est l'homme du système. Et c'est lui qui va expliquer qu'il existe une vidéo compromettante, qui a été donnée par un certain Fabien, qui travaille dans la nuit, avec une histoire un petit peu à dormir debout, qu'il aurait hérité d'un portable d'un ami de Palmade, et qu'il aurait trouvé toute une série de vidéos, qu'il aurait apportées à la police. Dans cette vidéo, Pierre Palmade regarde des choses de la petite enfance les plus épouvantables. Eh bien, manifestement, ces vidéos traînent dans le milieu de la nuit depuis un certain bout de temps. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on regarde les affaires judiciaires de Pierre Palmade, on s'aperçoit que quelqu'un essayait déjà de le faire chanter avec des vidéos compromettantes. Et là, vous allez me dire, mais c'est-à-dire que la justice était au courant depuis le mois de septembre? Eh bien, c'est la question que je me pose et j'aimerais bien que quelqu'un y réponde. Parce que si ce sont les mêmes vidéos que nous retrouvons en février, qui étaient déjà au sujet de la première affaire de septembre, cela signifie que la justice a essayé d'étouffer l'affaire depuis 5 mois. Et si la justice a essayé d'étouffer l'affaire, c'est que manifestement, il y a de très nombreuses personnes qui sont compromises dans cette histoire. Alors, ce ne sont que des suppositions, ce ne sont que du conditionnel, j'y vais très prudemment, mais on aimerait savoir si les vidéos qu'on avait déjà au mois de septembre, ce sont les mêmes que celles qu'on a au mois de février. Il se trouve que de sources policières, on affirme que manifestement ces vidéos sont à peu près similaires. Donc il y a déjà quelque chose de pas net. Je rappelle que dans l'affaire Pellerin, Emmanuel Pellerin, député d'Emmanuel Macron, il avait été pris en flagrant délit de consommation de cocaïne à l'Assemblée nationale. L'affaire avait été étouffée par qui? Par Thierry Solaire. Et il a fallu la ténacité de journalistes pour que la justice ouvre de nouveau une enquête. Il se passe de drôles de choses dans le monde d'Emmanuel Macron, et si on paraphrasait Shakespeare, il y a quelque chose véritablement de pourri. Quand je parle de pourri, vous voyez pas à quoi je veux faire allusion? Ah, si, on va rafraîchir un peu la mémoire des Français. On va rafraîchir avec cette histoire. Oui, Olivier Duhamel, que l'on voit à gauche sur la couverture d'un livre qu'il a écrit. Alors Olivier Duhamel, c'était un des hommes les plus puissants de Paris, puisqu'il dirigeait le SIEC, c'est-à-dire un syndicat du crime dans une certaine mesure, qui réunissait les journalistes, les hommes politiques et les hommes d'affaires. Lorsqu'on vous a expliqué sans rire que Emmanuel Macron avait aligné les planètes, c'est que tous les grands cercles de pouvoir étaient derrière lui. Et qui dirigeait cela? Olivier Duhamel. Olivier Duhamel qui a été d'une servilité absolue
pour Emmanuel Macron. On peut se demander pourquoi, on essaiera d'y répondre dans un instant. Vous voyez à gauche, puisque c'est un livre à 6 mains, puisque c'est écrit aussi par Laurent Bigorgne. Laurent Bigorgne était ancien responsable de l'Institut Montaigne, c'est le think tank le plus influent du monde libéral, toujours des journalistes, des hommes politiques et des chefs d'entreprise. Là encore, ce personnage était d'une servilité absolue envers Emmanuel Macron. Il y a peut-être ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. Qu'est-ce que c'est que la doctrine Mitterrand ? Mitterrand est un fin lecteur des ouvrages du XVIIIe et du XIXe siècle, et s'il a vu par exemple des pièces de Victor Hugo ou lu des livres d'Alexandre Dumas, il sait que les personnages qui veulent avoir des gens extrêmement fidèles, eh bien, ils choisissent des criminels qui, comme ils sont aidés par ces personnages, eh bien, ne craignent plus rien, surtout quand il s'agit de rois ou de princes. Pourquoi je dis cela ? Parce que Mitterrand, il avait une garde rapprochée où tous les gens qui étaient autour de lui ont eu des démêlés avec la justice. Et c'était les fidèles des fidèles de François Mitterrand. C'est ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. S'entourer de pourris pour faire en sorte d'avoir une garde fidèle. Eh bien, quand on parle de pourris et d'Olivier Duhamel, on en a un très bon exemple. Olivier Duhamel a été accusé dans un livre qui s'intitule La Familia Grande par Camille Kouchner, sa belle-fille. En effet, il s'est remarié avec une sœur Pizier qui a été la femme de Bernard Kouchner. Donc, Camille Kouchner et Victor Kouchner sont les enfants de Bernard, mais c'est aussi la belle-fille et le beau-fils d'Olivier Duhamel. Eh bien, Olivier Duhamel s'est très mal comporté avec Victor Kouchner qui avait 14 ans. Je vous laisse les détails, c'est encore des choses de la petite enfance, particulièrement ignobles. Tout Paris savait. Eh bien, il a fallu que la fille Camille Kouchner dénonce son beau-père pour qu'enfin la justice se mette en branle, sans faire de mauvais jeu de mots. On comprend mieux peut-être la servilité qu'il avait pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aurait ignoré ce genre de choses ? Assez curieux. Mais il y a quelque chose de pire, puisque je vous ai dit que la première femme de Bernard Kouchner était une Pizier. Si Pizier, ça vous dit quelque chose, allez, je vous montre une image. Eh oui, Jean-Paul Belmondo et Marie-France Pizier. Bon, si vous avez un peu de culture cinématographique, vous reconnaissez. L'as des as, c'était la délicieuse journaliste, la maîtresse de Belmondo dans ce film. Eh bien, Marie-France Pizier, lorsqu'elle a appris que son neveu, Victor, avait été en quelque sorte abusé, même pas en quelque sorte, avait été abusé par Olivier Duhamel, eh bien, elle était furieuse. Elle a promis à Camille, c'est raconté dans le livre, qu'elle le dirait à tout le monde. Pas de chance. Non, pas de chance, on l'a retrouvée morte au fond d'une piscine. Elle s'est suicidée. Elle s'est suicidée avec une chaise, des chaînes. La police, comme on dirait un sketch des inconnus, a dit que c'était certainement un suicide, mais elle n'excluait pas la thèse de l'accident. Voilà, on nous prend vraiment pour des imbéciles. En tous les cas, Olivier Duhamel a disparu des écrans de télévision parce qu'en plus, il était journaliste à LCI où il paradait. Il paradait avec un autre spécialiste de la petite enfance, Daniel Cohn-Bendit. Et c'est là où on se dit que le monde est très petit, puisque Marie-France Pizier avait été la maîtresse de Daniel Cohn-Bendit dans les années 70, d'après ce que j'ai compris. Voilà. La justice a été très lente, elle n'a pas été très sévère envers Olivier Duhamel, et on l'a juste mis à l'écart, cet Olivier Duhamel. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a à peu près la même chose avec l'affaire Palmade. On nous dit, oh là là, ne vous précipitez pas, et puis il faut attendre, attention, pas d'homophobie, etc. Il y a de nombreux murs qui sont montés, et j'ai trouvé Karl Zéro bien prudent sur l'affaire. Est-ce qu'on va assister encore une fois à une affaire Olivier Duhamel où on va mettre la poussière sur le tapis en oubliant quand même que les deux principaux piliers, parce que Laurent Bigorgne qui était sur la gauche, il a quand même essayé de violer sa collaboratrice avec la drogue de violeur, donc il a dû démissionner de l'Institut Montaigne. Voilà les hommes qui sont au service d'Emmanuel Macron. Et on nous explique qu'il y aurait peut-être un ministre dans l'affaire Palmade. Mais est-ce qu'on a l'impression de marcher sur la tête ? Il faudrait vraiment que les journalistes fassent leur travail. Alors,
Ce que j'ai, moi, comme espoir, c'est que manifestement ces films tournent dans tout Paris. Il y aura certainement des gens qui vont parler, qui vont balancer l'information. Je sais aussi que les policiers sont assez furieux parce qu'ils savent aussi des choses et ils organisent certaines fuites parce qu'il y a beaucoup de fuites que nous avons eues, nous les journalistes, qui viennent du milieu policier. Donc, on aura certainement des scoops. Puis aussi, il y a la presse de réinformation qui jouera son rôle. Ne vous inquiétez pas. Et puis, le pouvoir de Macron, il est de plus en plus contesté. Je vous le montrerai dans un instant. Donc, peut-être tous ces éléments feront en sorte que l'affaire sortira. Mais là, ce que j'ai vu chez Hanouna, c'était véritablement pas bon. On sentait qu'il y avait des barrières, des murs qui commençaient à être montés. Et j'ai même eu l'impression que Carl Zero se prêtait à ce jeu. Il y a eu juste un moment où on a senti un peu de flottement, c'est quand Carl Zero a parlé de Bigard qui pourrait témoigner et que Hanouna, on l'a vu, de faire « Ouh là là, stop, tais-toi Carl Zero, ne raconte pas ce genre de choses ». Voilà, c'est peut-être une piste à suivre. En tous les cas, hier soir chez Hanouna, c'était beaucoup de bruit pour rien et véritablement, ça m'a donné, si vous voulez, une certaine amertume. On a l'impression, comme d'habitude, qu'ils essaient d'étouffer. Mais comme je vous l'ai dit, on a quand même bon espoir. Il existe une presse de réinformation, il y a des policiers qui sont prêts à faire leur job. Et puis, j'ai l'impression que toutes ces vidéos, elles traînent partout. Voilà. Alors, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron et de ses principaux piliers, eh bien, nous avons vu quelque chose d'absolument immonde dernièrement. Emmanuel Macron était à Rungis, et puis voilà que Stéphane Manigol le rejoint et qui nous explique, qu'il explique à Emmanuel Macron. On a l'impression qu'ils sont un peu saouls, qu'ils ne sont pas dans leur état normaux, tous ces deux-là. En route pour gagner la première place du classement mondial de la gastronomie, avec l'appui du président de la République, Emmanuel Macron. Alors le cercle Aristote, les faux défenseurs des restos qui voulaient absolument les garder fermés, posent ici avec son maître. Et j'ai envie d'ajouter, en ce moment, les restaurateurs sont dans une très mauvaise passe, ils voient leur facture énergétique exploser, beaucoup sont en train de hurler contre Manigold. Eh bien, quand vous voyez deux has-beens ensemble, vous savez que les deux sont plus ou moins perdus. Quand je dis has-been pour Manigold, il est très contesté dans le milieu de la restauration. On lui reproche justement sa collaboration. Et puis, je me suis posé une question. Pourquoi Emmanuel Macron pose-t-il avec Manigol en parlant de gastronomie? Parce que il y a quand même quelque chose là derrière. Avec Emmanuel Macron, vous le connaissez, quand il dit quelque chose, c'est pour cacher autre chose. Il nous parle de bonne bouffe. Donc, vous voyez pas? Eh bien, allez hop, je vous mets l'article qui est très intéressant des Échos. Les Français sont-ils en train de s'affamer? En effet, les Français ont réduit leurs achats alimentaires de 9%. Ce faisant, ils font preuve d'une formidable capacité d'adaptation. Alors, il y a, j'ai envie de dire dans les deux phrases que je viens de lire, une sorte d'antithèse, puisque baisser sa capacité alimentaire de 9%, il y a strictement rien de formidable. Pourquoi? Parce que les nutritionnistes vous le diront, à partir du moment où vous réduisez vos achats alimentaires de 9%, vous vous privez des produits qui sont les plus sains pour la santé. Ce sont les fruits, ce sont les légumes, et vous avez tendance à acheter les prix bas qui sont généralement chargés en cholestérol et en sucre. Je vous renvoie notamment aux études qui ont été faites aux États-Unis entre les différentes classes sociales et où on voit que les moins privilégiés se nourrissent avec de la mauvaise nourriture, de la junk food. Voilà. Pourtant, Vittori, c'est un économiste qui est très proche d'Emmanuel Macron, il est obligé de reconnaître, sans avoir le ventre vide, du moins pour l'instant. En effet, les prix sont en train de flamber. Voilà les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron. On peut se tourner n'importe où, Macron est sur un damier où il n'y a que des mines. À chaque fois qu'il fait un pas, ça risque d'exploser. Ou alors on pourrait avoir une autre métaphore. Il faut imaginer qu'il est sur le navire France et qu'à l'intérieur, il n'y a que des barils de poudre. La moindre étincelle, tout peut exploser. Ça peut être l'affaire Palmade, ça peut être les ventres vides, cela peut être la réforme des retraites. Tout peut faire exploser en ce moment Emmanuel Macron. À tel point d'ailleurs que certains recommandent à Emmanuel Macron de partir ni plus ni moins. Et là, c'est
Anne-Elisabeth Moutet dans Le Télégraphe en Angleterre qui nous explique que Macron sait qu'il est fini. Alors c'est une nouvelle que je vous ai déjà donnée depuis très longtemps, depuis le mois de septembre. Hein. Il y a de très nombreux journalistes de Paris qui nous ont expliqué qu'il était plus, voilà, qu'il avait plus du tout confiance, il avait fait une dépression, que il comptait peut-être partir après cette réforme de retraite et elle dit que son meilleur moyen, c'est d'accepter justement de se résigner parce que sinon, ça sera une très lente agonie, toutes ces mines qu'il a sous les pieds, ça sera une très lente agonie que le mieux, c'est qu'il parte sur une forme de coup de poker. Voilà, même la presse anglaise le dit, c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait qu'il est plus du tout au point. Et il suffit d'ailleurs de regarder la vidéo avec Manigold. C'est littéralement pitoyable. Alors, de temps en temps, il essaie malgré tout de communiquer, de faire son travail de président de la République lorsqu'il est à Rungis. Il nous explique, retraite pour Emmanuel Macron, la réforme permet de créer plus de richesses pour le pays. C'est-à-dire qu'il balance ça, il raconte n'importe quoi. Philippe Murer, économiste, esprit évidemment cartésien, lui répond « La réforme des retraites permet de créer des richesses, monsieur Macron. Personne n'a remarqué la création de richesses. La réindustrialisation avec les réformes des retraites successives. » Et comme Philippe Murer s'emporte, n'importe quoi. Oui, il raconte n'importe quoi. Il est complètement cuit, Emmanuel Macron. Alors, comme j'ai dit, vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo et que j'ai encore beaucoup de choses à dire. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait censurer. Alors, je vais faire ma vidéo en 2 parties, vous m'excuserez, mais le premier sujet est un petit peu inflammable et ce dont je vais parler est aussi inflammable. Donc, 2 sujets inflammables dans une même vidéo, c'est un peu compliqué. On va parler maintenant de crise sanitaire. Alors, restez avec nous, n'hésitez pas à regarder la partie 2. Merci beaucoup.